Bonjour et bienvenue dans Rubis sur Canapé, le podcast dédié à la joaillerie. Bonjour Marine, bienvenue dans Rubis sur Canapé. Bonjour Claire. Alors, est-ce que d'abord vous pouvez nous raconter un peu votre parcours? Alors je suis tombée dans les salons, non pas quand j'étais petite, mais déjà 20 ans. J'avais déjà un parcours international. J'ai commencé ma carrière en fait à Londres. Au début, je travaillais pour une petite entreprise qui faisait de l'événementiel. Et quand je suis rentrée à Paris, j'ai commencé à travailler pour l'organisateur leader des salons de la cosmétique, Cosmoprof, qui organisait, c'est un organisme italien qui organise des salons à Bologne, mais aussi à Hong Kong et à Sao Paulo. Donc ça, j'ai fait ça pendant 6 ans et demi à peu près. Donc vous avez beaucoup voyagé en fait. J'ai pas mal voyagé, exactement. J'ai appris à travailler avec différentes cultures, différentes mentalités et à composer en fait un monde avec vraiment différentes personnalités. Donc c'était assez enrichissant. Oui, parce que j'imagine qu'en fait c'est pas du tout la même façon de faire un salon à Tokyo qu'à Paris, quoi. Non, absolument pas. À Tokyo, par exemple, vous avez des stands qui font des modules qui font 8,1 mètres carrés. Après 16,2. Après, voilà. Alors que, évidemment, quand vous allez sur les salons à Las Vegas, vous avez des stands qui s'expriment en square feet, en pied. Donc c'était assez enrichissant. Et puis aussi de voir comment les différentes cultures travaillent, tout en les respectant. Et j'ai rejoint le groupe RID il y a déjà 12 ans. Quand j'ai rejoint RID, c'était pour faire la commercialisation des salons du groupe à l'international auprès des marques françaises et pour le secteur de la joaillerie et de la bijouterie. Okay. Je commercialisais, je faisais la promotion du salon Jessica Las Vegas, la promotion du salon de Tokyo et la promotion du salon de Londres. Et je venais sur Bijorka pour démarcher les entreprises françaises. Ah, donc c'est là où vous avez connu Bijorka. C'est là que j'ai connu Bijorka, qui bien sûr a beaucoup évolué depuis, parce que Bijorka évolue avec son marché. Et du coup, quand est-ce qu'alors vous avez décidé de travailler dans le secteur de la joaillerie? Pourquoi avoir choisi ce domaine? Alors le secteur de la joaillerie est composé de gens qui sont des passionnés. C'est ça qui m'intéressait au premier abord. Ensuite, je pense qu'il y a beaucoup à faire avec les créateurs, on essaye aussi sur Bijorka, là vous avez sans doute vu, de remettre le savoir-faire au cœur du salon, parce qu'il y a des techniques, des métiers qui se perdent, et que c'est quand même la base. Pour créer un bijou, il faut quand même apprendre déjà à dessiner, à peut-être polir, ou à tailler les pierres, etc. Et c'est vraiment ce qui m'intéressait dans ce secteur-là. Et qu'est-ce que vous aimez alors dans les bijoux? Qu'est-ce que j'aime dans les bijoux? Leur variété, leur différence. On voit jamais, alors bon, c'est un peu moins commun maintenant, mais on voit jamais les mêmes choses d'une marque à l'autre, même s'il y a vraiment des similitudes sur certains créateurs. Oui, la possibilité un peu de créer à l'infini, quoi. Et voilà, et puis les créateurs sont aussi des gens qui, comme je l'ai dit, sont des passionnés, qui ont une histoire à raconter, qui vivent leurs bijoux vraiment au quotidien, et c'est ce qui me plaît. Alors, quelles sont les différentes étapes de l'organisation d'un salon? Alors, je vais vous raconter un petit peu ce qu'on va faire après cette édition-là. Déjà, on va faire la clôture de celui-là. On a déjà travaillé sur le plan de septembre prochain, pour recommencer à commercialiser les espaces, etc. Donc, il y a une partie effectivement technique, sur laquelle on anticipe beaucoup. Il y a une partie budgétaire, évidemment, qu'il faut respecter, parce que sans budget, on ne fait rien. On se rapproche de plus en plus de nos marques et de nos visiteurs, des détaillants. Donc on organise parfois des tables rondes, des échanges, des moments d'échange entre les différentes éditions du salon. C'est vrai qu'entre septembre et janvier, c'est quand même assez compliqué parce qu'on a très peu de temps et que 4 mois pour monter le salon, c'est très très court. Mais la preuve, on y arrive. On a quand même eu un changement de plan qui était assez conséquent puisqu'on a changé de hall à cause des travaux de la porte de Versailles. C'était un beau challenge et donc on a su le relever. Aux imprévus, il y a toujours des imprévus dans notre métier et c'est aussi c'est le type de compétences qu'on demande
à nos collaborateurs, c'est de pouvoir réagir, s'adapter aussi aux différentes cultures, parce qu'aujourd'hui on a 60% de marques internationales sur Bijorka, donc on ne va pas avoir forcément les mêmes comportements. Donc voilà, pour préparer un salon, je dirais qu'il faut s'attacher à la partie technique, s'attacher à la partie commerciale, s'attacher surtout au contenu qu'on va donner au salon, parce qu'on a 2 éditions par an, ce qui est pas neutre, donc on peut pas faire le même salon d'une édition sur l'autre. Il ne s'agit pas uniquement de changer la couleur de la moquette, il s'agit d'apporter aussi des nouvelles technologies, ce qui se fait dans le secteur, et d'être au plus près du secteur, parce que notre métier, c'est vraiment d'animer le marché, c'est d'animer la communauté, c'est de faire en sorte qu'on soit l'événement sur lequel chacun se retrouve. Bijorka, c'est aujourd'hui la rencontre professionnelle du secteur du bijou. Donc c'est un moment ce sont 4 jours qu'on prépare effectivement en amont. Mais que les professionnels y retrouvent ce qu'ils attendent en fait en arrivant. Voilà, et faire en sorte d'amener des nouvelles marques, d'amener des nouvelles technologies, d'amener qu'il y ait de nouveaux acteurs. Que ce ne soient pas les mêmes exposants. Et que ce ne soit pas redondant. Okay. Et donc, c'est quoi les spécificités de l'organisation d'un salon en bijouterie par rapport aux autres salons que vous avez pu organiser? La spécificité, c'est le secteur en fait. C'est de vraiment connaître ces acteurs, c'est de connaître non seulement les marques qui vont venir exposer, mais aussi, et ça c'est quelque chose qu'on faisait moins il y a encore 10-15 ans, de s'adresser à nos visiteurs. Aujourd'hui, on fait beaucoup plus parce qu'ils n'ont pas les mêmes attentes, les comportements d'achat sont complètement différents de ceux qu'on a pu connaître dans les années 90 par exemple. Et je dirais que c'est sur le marché du bijou, en tout cas, enfin on est sur du retail, hein, c'est d'entendre leurs attentes, d'entendre ce qu'ils attendent de Bijorka quand ils y viennent, et de savoir ce qu'ils vont chercher pour leur permettre de trouver les solutions ou les bijoux qu'ils recherchent. Voilà. D'accord. Comment ça s'organise votre quotidien? Du coup, vous parliez tout à l'heure qu'il fallait être adaptable, etc. Mais voilà, quelle qualité il faut pour exercer ce métier? De quoi il ne faut pas avoir peur? Il n'y a jamais une journée qui se ressemble, hein. Parfois, souvent j'ai une to-do list. Elle n'est pas tout le temps respectée, mais au final, il vaut peut-être mieux l'étaler sur la semaine que sur la journée. Il faut beaucoup de résilience dans ce métier, beaucoup de persévérance, parce que on sème souvent des graines en fait sur notre secteur d'activité. C'est-à-dire qu'il y a des projets qu'on souhaite développer, mais que parfois n'aboutissent pas, ils ne peuvent pas aboutir du jour au lendemain. Il y a des marques qu'on voudrait aller chercher. Il y a des spécificités qu'on voudrait amener sur le salon. On peut peut-être s'adresser à elles entre deux périodes, entre 2 éditions. Elles ne vont pas forcément venir, je vous parle par exemple pour septembre, elles viendront peut-être la fois d'après en janvier. Donc il faut vraiment s'accrocher, surtout sur le marché du retail, encore une fois, parce que le secteur est aussi en pleine mutation et qu'il faut qu'on s'attache à notre métier et à notre marché. Voilà. Oui, en fait, c'est vraiment des relations sur le long terme. Oui, en fait, c'est aussi entretenir le réseau des acteurs, c'est animer la communauté, non seulement pendant les éditions, mais aussi entre les éditions. Aller sur les salons concurrents aussi, voir ce qui s'y fait, voir ce qui se vend, voir ce qui s'y passe. Et c'est, voilà, on n'arrête jamais en fait. Hein. Oui, vraiment de se tenir au courant de tout ce qui se passe tout le temps. Oui, oui. Et puis surtout communiquer sur nos initiatives, échanger avec les gens qui composent le marché, les acteurs du marché, parce que ce sont eux qui sont au plus près en fait des problématiques de distribution. Là, dimanche, il y aura une table ronde justement avec différents acteurs qui sont au cœur du secteur de l'horlogerie, pour le coup, mais ça s'adresse aussi au secteur du bijou, sur la façon dont on peut rapprocher les marques de leurs distributeurs, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on constate que les marques se sont un peu éloignées de leur réseau de distribution, et les rapprocher en fait avec le digital, créer un moment ce qu'on appelle le figital. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu le programme des conférences, mais je pense que ça va être une séance intéressante. Dans le sens où, en fait, effectivement, c'est plus la même façon d'acheter maintenant ou avant. Il y avait vraiment
les acheteurs des boutiques qui venaient, etc. Et que c'est ça Alors, les acheteurs des boutiques continuent de venir, mais ce ne sont pas forcément les mêmes boutiques aujourd'hui qui viennent. Et puis aussi, il y a des boutiques digitales qu'il n'y avait pas dans les années 90. Exactement. Donc nous aussi, on suit ce mouvement, cette mutation, parce qu'il faut qu'on s'adapte, parce que si on ne le fait pas, ça risque effectivement d'être compliqué. Ce sont des sujets dont on parle, mais ce sont aussi des sujets pratico-pratiques. Et on fait intervenir les acteurs qui savent en parler le mieux. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus d'intermédiaires, en fait. Vous avez Internet qui a beaucoup changé la donne, vous avez les réseaux sociaux, notamment Instagram. Vous avez le fait aussi que les centres-villes sont de moins en moins accessibles en voiture. Donc les gens vont plus dans les supermarchés ou dans les grandes surfaces. Tout ça fait qu'il faut qu'on compose avec ces nouveaux phénomènes. Et alors, donc, pour se tenir au courant, tout ça, etc., en combien de temps on prépare un salon comme Bijorka ? Alors, idéalement, on prépare un salon en 9 mois à peu près. Sur Bijorka, c'est plus compliqué puisqu'on est mi-janvier et qu'on va relancer l'édition de septembre. Donc là, on a quasiment 8 mois, ce qui est pas mal. Entre septembre et janvier, c'est beaucoup plus compliqué. Mais du coup, vous avez quand même choisi ces dates-là parce que c'est des dates clés, disons, adéquates de mettre au milieu de l'année, enfin, de séparer de 6 mois chaque... Historiquement, en fait, Bijorka a une session en janvier et une session en septembre parce qu'on est calé sur les collections du prêt-à-porter. Et aujourd'hui, il y a d'autres salons qui se tiennent en même temps que nous. Et je pense qu'il y a une cohérence à ce que tout ce monde puisse se déplacer sur Paris, parce qu'on a des acheteurs en commun, on a des acteurs internationaux qui se déplacent. C'est quand même mieux de pouvoir... Quand on vient de Tokyo, on ne va pas faire l'aller-retour. Voilà, et c'est quand même mieux de pouvoir drainer les gens en une seule fois, en un seul lieu, parce qu'on est aussi porte de Versailles et qu'il y a d'autres événements qui se tiennent en même temps. Oui, donc c'est vraiment très logique. Et comment vous choisissez les exposants ? Alors il y a un comité de sélection pour tout nouveau exposant, toute nouvelle marque qui souhaite se présenter sur Bijorka et exposer. Il y a un comité de sélection et il y a le comité qui se rassemble en fait et qui regarde où sont fabriqués les produits, s'il n'y a pas des similitudes avec d'autres marques et d'autres exposants, parce qu'on y fait très attention. La contrefaçon est quand même un sujet sensible dans le milieu et auquel on fait très attention pour protéger justement les marques qui exposent déjà. Et puis on essaye d'apporter une cohérence aussi entre les différents secteurs. Là, on a pu présenter toute l'offre sur un seul et même niveau. Je ne sais pas si vous aviez visité Bijorka auparavant, mais voilà, jusqu'à présent, on était dans le hall 5 et le hall 5.2, 5.1, et on était sur 2 étages. Aujourd'hui, on a toute l'offre qui est sur un même étage, à 360 degrés. Ça permet aussi de... Bon, les gens peut-être sont un petit peu perdus, mais c'est bien parce que du coup, ils profitent pour visiter tout le salon. Ce qui fait qu'on n'est pas sur des surfaces surdimensionnées, donc ils ont le temps aussi de se promener. Et ça favorise aussi les échanges. Et donc vos exposants, une fois que vous les avez sélectionnés, quels conseils vous leur donnez pour qu'ils réussissent leur salon ? Il y a des échanges avec l'équipe. Il faut savoir que, alors nous, c'est notre métier d'organiser des événements. On a une équipe d'une 12aine de personnes qui ne fait que Bijorka, qui ne travaille que sur Bijorka. Et donc, ils ont une personne référente qui les renseigne, bon, bien sûr sur la partie, sur leur espace, etc. Aujourd'hui, les marques participent à un événement et participent à une rencontre. Donc, effectivement, on les renseigne pour qu'elles puissent optimiser leur participation. On leur dit de préparer leur salon en amont. Évidemment, de recontacter tous les gens qu'ils ont vus sur le salon. Je continue de dire que c'est un partenariat, un salon. C'est-à-dire que nous, on fait la promotion, on réinvite les gens, on essaye et on cherche des nouveaux acheteurs pour les faire venir. Exactement. Mais il faut aussi que les marques, c'est ce qu'on leur dit et c'est ce qu'elles doivent faire. On ne vient pas à un salon en pensant qu'on prend un stand et que tout va tomber tout cuit, parce que ça ne fonctionne plus comme ça. Ça n'a d'ailleurs jamais marché comme ça.
Aujourd'hui, un salon, on vient un minimum de 3 fois parce que les gens vont vous regarder du coin de l'œil la première fois, la seconde édition, ils vont peut-être venir vous voir et la troisième fois, ils vont venir acheter. C'est comme ça que c'est un investissement effectivement sur le long terme. Donc ça, c'est ce qu'on leur présente. Aujourd'hui, hier, il y a eu une prise de parole des douanes qui a aussi des services à apporter aux entreprises. Ils ne font pas que du contrôle. Et je pense qu'on va continuer à travailler avec eux parce qu'elles ont des actions pour aider les entreprises peut-être à l'export sur d'autres marchés. Aujourd'hui, on a 60% de marques internationales sur Bijorka. On a 30% aussi de visiteurs internationaux qui viennent. Donc je pense qu'il y a des choses à apporter aussi au niveau international et à échanger sur différents marchés. Donc on peut les orienter en fait sur différentes, en fonction de leurs différentes questions. Elles ne viennent pas uniquement exposer ces marques-là. Elles doivent faire la promotion. On a des outils aujourd'hui, on a des super réseaux sociaux qui permettent de faire cette promotion. Donc elles ont tout à y gagner. Ouais, c'est vraiment un partenariat entre le salon et les exposants. Et bon, vous en avez déjà un peu parlé, mais le profil des visiteurs, donc il y a 30% d'étrangers et le reste de Français. Et sinon, qu'est-ce que c'est? C'est plutôt des créateurs, des acheteurs Alors, on a des créateurs, bien sûr, qui viennent chercher leurs matières premières. On a des concept stores, on a des centrales d'achat, on a des boutiques, on a du HBJO, évidemment. On a toutes sortes de détaillants, des agents, des distributeurs, et c'est principalement le visitorat de Bijorka. Oui, donc en fait c'est quand même très large, quoi. C'est très large, et puis je pense qu'on a aussi intérêt à aller chercher des nouvelles typologies d'acteurs parce qu'aujourd'hui le secteur, comme je le disais, est compliqué et que le sujet de la distribution est quand même un sujet clé. Et du coup, c'est quoi alors l'enjeu principal L'enjeu principal, c'est justement d'écouter les attentes de nos acheteurs et de nos marques et de faire en sorte qu'elles se rencontrent en un même lieu. Il y a aussi beaucoup le fait qu'on est souvent sur nos ordinateurs, sur nos téléphones portables aujourd'hui et que les gens ont aussi besoin de revenir à ce qui nous fait être des êtres humains. La vraie vie. Voilà, la vraie vie, à redonner du sens aussi. On le voit d'ailleurs dans les typologies de bijoux. Maintenant, il y a beaucoup de bijoux qui sont des bijoux ethniques. On porte le bijou un peu comme on porte un talisman. Donc, c'est vraiment revenir à des valeurs humaines. Et c'est aussi ça qu'on veut véhiculer sur Bijorka. D'accord. Donc, pour répondre à votre question, il y a un vrai enjeu sur la distribution à laquelle on porte attention, mais il y a aussi un enjeu sur la façon de... Bijorka, c'est une rencontre. C'est une rencontre physique entre des distributeurs et des marques. Et j'ai remarqué depuis quelques promotions, il y a plein de choses nouvelles qui arrivent, comme les conférences, etc. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu toutes ces choses qui ont été mises en place et qu'il y a en plus des exposants cette année? Alors, sur la partie conférence et prise de parole, effectivement, on a rapporté du contenu. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup communiqué sur la façon dont on pouvait communiquer justement sur les réseaux sociaux, etc. Ce sont des sujets qui intéressent nos visiteurs, nos boutiques, parce que parfois elles ne sont pas visibles, elles n'ont pas encore bien la culture d'être présents sur les réseaux sociaux. Donc on peut les aider en ce sens. Après, il y a beaucoup de sujets qui sont intéressants. Parfois, on pense à des tables rondes et puis c'est ce que je vous disais, elles ne se font pas forcément au moment T, mais elles peuvent se faire un peu plus tard. J'ai déjà en tête celle de septembre, mais je ne vais pas vous les donner tout de suite. Là, il y a des thématiques qui sont intéressantes et pour les marques et pour les visiteurs. Des thématiques sur la distribution et des thématiques sur... les nouveaux logiciels, les nouvelles technologies, comment on l'utilise, etc. Il y a aussi des masterclass. Oui, donc masterclass, c'est autre chose que il y a les conférences. Les masterclass et les workshops, c'est la même chose ou c'est encore autre chose? Alors, le workshop, la salle des workshops, on lui a donné ce nom il y a 4 ou 5 ans, il me semble.
parce que ce ne sont pas uniquement des conférences, ce sont aussi des tables rondes, ce sont des prises de parole, ce sont des ateliers pour certains. Voilà. Là, je vous parle des masterclass qui ont été montés en fait à côté du pôle d'innovation numérique avec Wacom, Ricoh et d'autres partenaires. Donc ça, c'est nouveau pour cette année. Alors. C'est nouveau pour cette année, exactement, et c'est pour initier ou peut-être resensibiliser sur l'utilisation des nouveaux logiciels, des tablettes graphiques, etc. Et ce pôle-là, en fait, on l'a mis à côté du pôle démonstration et savoir-faire, parce qu'il est très important aujourd'hui de redonner au métier, c'est ce que je vous disais, tout le savoir-faire, de faire en sorte que le savoir-faire se transmette. Il y a des techniques qui ne se transmettent plus aujourd'hui en France, et il faut absolument que ça puisse se transmettre et que ça perdure. Donc on a monté avec différents corps de métier. Il y a un polisseur, il y a un graveur, il y a un joaillier. En plus, ils se sont mis ensemble pour fabriquer une pièce pour le salon. Donc ils se sont coordonnés en amont du salon. Donc ça c'est une expérience extraordinaire parce que ça prouve aussi qu'ensemble, on est plus fort aujourd'hui. Et c'est aussi un message qu'il faut continuer de véhiculer parce que les temps sont durs pour tout le monde. Le marché, comme je disais, est en pleine mutation et qu'il faut vraiment avoir cette capacité de se mettre ensemble, travailler ensemble pour faire en sorte que ces techniques se transmettent. Et on a fait graviter ça autour des organismes qui dispensent les formations, les écoles, etc., pour s'assurer qu'il y a un vrai savoir-faire qui perdure. On a fait aussi un partenariat avec le comité stratégique de la filière mode et luxe qui a lancé une campagne nationale pour le savoir-faire, pour la transmission du savoir-faire. Ils sont présents sur le salon. Il s'appelle Savoir pour faire. C'est un comité qui est porté par Guillaume de Seine et qui s'assure que ces savoir-faire français, en tout cas les techniques, soient transmises et perdurent dans la longévité. C'est génial. Et est-ce que, pour terminer, vous avez eu un ou plusieurs coups de cœur pour des pièces ou des marques cette année? Alors, je vous avoue, mais ça, il va falloir que je le fasse. J'ai encore 2 jours et demi pour le faire. Je n'ai pas forcément eu le temps d'aller regarder toutes les marques et les 250 exposants qui sont présents sur le salon. En revanche, j'ai vu des exposants qui avaient renouvelé leur collection. Je pense notamment à Philippe Ferrandis, qui a fait quelque chose de très frais. Mais il va falloir que j'aille regarder d'un peu plus près, et c'est bien ce que je compte aller faire dès qu'on aura terminé l'interview. Eh ben, merci beaucoup, Marine, d'avoir pris du temps pour Rubis sur Canapé. Merci Claire, à très bientôt. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Si vous aimez Rubis sur Canapé, n'hésitez pas à aller sur iTunes, lui attribuer des petites étoiles. Cela est essentiel pour le développement du podcast, car ça l'aidera à être mieux référencé, plus connu et écouté. Vous pouvez également partager cet épisode sur les différents réseaux sociaux. À très bientôt dans Rubis sur Canapé.